Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Panorama Santé et Environnement. Aujourd'hui, il s'agit d'une question de grande importance, une question d'actualité. Nous allons parler de la maladie virale Ebola. Et ce soir, nous avions donc reçu le docteur François Dibama. Le docteur François Dibama est connu ici au Congo-Brazzaville du fait qu'il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'administration médicale au sein du département de la santé. On le reçoit ici en qualité d'expert international OMS. Il est expert en Ebola et à la fièvre hémorragique virale. En sa qualité de spécialiste en santé publique, épidémiologiste, il va essayer de nous peindre ce tableau sur cette pathologie qui est en train de sévir nos pays. Actuellement, la RDC est vraiment en plein. Comment la maladie se transmet-elle ? Ebola est une zoonose, c'est-à-dire une infection animale transmissible à l'homme. L'espèce à l'origine de la contamination humaine n'a pas été complètement identifiée. Si des singes ont pu contaminer l'homme, des chauves-souris frugivores seraient les réservoirs naturels du virus. Ebola passerait ainsi à l'homme directement à partir des chauves-souris ou indirectement par l'intermédiaire d'un autre animal. Dans les deux cas, le mode de transmission à l'homme se fait par contact direct avec des organes ou des liquides biologiques d'animaux infectés. C'est le cas lorsque l'homme manipule des animaux retrouvés malades ou morts en forêt, ou lorsqu'il consomme de la viande de brousse. Après l'infection, le virus se développe durant 2 à 21 jours, en moyenne 8, avant que les premiers symptômes ne se manifestent. Pendant cette période, la personne infectée n'est pas contagieuse. C'est une fois que les symptômes sont apparus que peut se faire la transmission interhumaine du virus. Là encore, il faut un contact direct d'une peau lésée ou de muqueuse avec les liquides biologiques d'une personne infectée, tels que le sang, la salive, le sperme, la sueur ou les matières fécales. L'infection peut également passer par l'intermédiaire d'un objet infecté, une seringue par exemple. Parmi les premiers exposés, on trouve donc les proches des personnes malades ainsi que les personnels de santé. En Afrique, les rituels funéraires communautaires pendant lesquels un grand nombre de proches sont en contact direct avec les dépouilles des personnes infectées constituent un vecteur important de contagion. Il reste très improbable selon l'OMS que le virus puisse se transmettre par voie aérienne comme une simple grippe. Quels sont les symptômes ? Une fois passée la période d'incubation, la maladie se manifeste avec des fortes fièvres, une faiblesse intense, des douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête et une irritation de la gorge. Ces symptômes sont rapidement suivis de vomissements, de diarrhée, d'éruptions cutanées, d'une insuffisance rénale et dans certains cas, d'hémorragies internes et externes. Si certains patients survivent au virus, le taux de létalité d'Ebola reste extrêmement élevé, entre 25 et 90% et plus de 50% en moyenne. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai essayé de vous présenter peut-être imparfaitement. Qui êtes-vous? Parlez un peu, parlez-nous de vous-même. Bon, mais merci. Je suis docteur François Dibama. Vous avez manqué de dire que je suis congolais. Donc, Oui, congolais. je suis fils de ce pays, médecin, médecin de santé publique, donc c'est là ma spécialité, notamment l'épidémiologie. Je suis donc épidémiologiste. Et ces 20 dernières années, je me suis spécialisé dans les ripostes aux fièvres hémorragiques virales. Notamment, j'ai été sur beaucoup de... On va en parler. Voilà, oui. Et si seulement vous parlez donc d'Ebola ou des maladies, des fièvres hémorragiques virales, Ouais. Effectivement, quelle est votre expérience en la matière? Bon, en termes de fièvre hémorragique Ebola, je dois vous dire que mon expérience commence à la source. C'est en 2001 exactement, il y a eu une épidémie d'Ebola dans la région de la Cuvette Ouest, à Mbomo et Kélé, et les populations de Mbomo me reconnaissent. J'ai passé 3 mois ensemble à lutter contre cette épidémie dans notre pays ici. Et on a eu la chance que cette épidémie se soit soldée par très peu de cas. C'était dans la grande forêt de
équatoriale congolaise. Et c'est une épidémie qui s'étendait jusqu'au Gabon. Donc c'était mon premier champ d'action, c'est Mbomokele, 2001-2003. Déjà en 2001-2003, la maladie n'était pas trop connue. Les gens l'assimilaient à la sorcellerie, à beaucoup de choses. Et vous-même, la peur n'y était pas vraiment parce qu'on ne connaissait pas exactement les effets. Et aujourd'hui, est-ce que la donne a changé par rapport à ce qu'on entend parler d'Ebola aujourd'hui? Oui, je voulais aussi ajouter qu'après donc, cette épidémie du Congo-Brazza, j'ai dû parcourir plusieurs épidémies ici en Afrique. Actuellement, je suis d'ailleurs sur l'épidémie de l'Est de la RDC. J'ai donc fait Marbourg en Angola, j'ai fait un peu plus d'une année en Guinée. C'est la troisième fois que je vais sur une épidémie en RDC. Quand je fais un recul de 20 ans, la riposte contre cette épidémie a totalement changé. Quand je vous ai parlé de Mboma, quand nous étions en Mboma en 2001, on était ignorante. La maladie n'était pas connue. Même de la maladie. Exactement. Et d'ailleurs, nous, en tant que médecins, on allait même pour découvrir la maladie, moi, je dois l'avouer. Parce que jeune médecin, Ebola, c'était pas aussi courant. Ebola, c'est pas du paludisme, quoi. Donc la maladie a tellement évolué. Quand nous étions en Mboma en 2001, il n'y avait pas de vaccin. Il n'y avait pas de centre de traitement comme tel. Nous, on rentrait pour soigner les équipes. Alors qu'actuellement, on a des centres de traitement bien évolués, avec des traitements, avec des protocoles bien décrits. Et actuellement, l'autre atout aussi, c'est qu'on a maintenant un vaccin qui est très efficace. On va y arriver, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ces vaccins. Il faudrait peut-être nous éclairer. On va d'abord suivre un extrait d'un film documentaire sur l'Ebola, effectivement sur cette maladie d'Ebola au Congo, dans les extraits de l'ancien préfet du département de la Cuvette Ouest qui parlait un peu de cette pathologie suivante. Le Congo-Brazzaville a déjà connu, quant à lui, dans le passé, 4 épidémies de la maladie d'Ebola, spécifiquement dans le département de la Cuvette Ouest. L'ampleur de la situation est très préoccupante. Nous avons 51 cas, 51 décès dans 2 districts. De Kélé, 48 décès, 46 décès plutôt à Kélé et 5 décès à Ngoumou. Les autres districts d'Itumbi et de Evo sont encore épargnés. Il faut dire que le Congo a connu par le passé des flambées épidémiques du virus Ebola entre 2001 et 2005. Et c'est une expérience localisée, puisqu'en fait l'épidémie a sévi dans un département forestier au nord du Congo et qu'elle a pu être circonscrite grâce à une action multisectorielle. Donc aussitôt nommé, aussitôt que je prenais mes fonctions, le département déjà était donc sous l'effet de cette épidémie, donc la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et donc il fallait, selon les instructions du gouvernement de la République en ce temps-là, faire de sorte que la maladie soit cantonnée là où elle s'était déclarée. Et donc il fallait se mettre au travail immédiatement, et je me suis inspiré de ce que déjà le département était mis en quarantaine et qu'il ne nous était pas possible, nous, de sortir de notre département, sinon recevoir de l'extérieur que les compétences dans le domaine de l'épidémie. Et donc, m'inspirant de cette expérience, j'ai également pris un arrêté préfectoral interdisant, surtout dans la zone de l'épidémie, tout mouvement entre les populations, donc entre villages. Et bien entendu, à côté des mesures déjà édictées par les médecins locaux, mais aussi des médecins étrangers, notamment ceux de Médecins sans frontières. Et donc nous avons pu travailler en conjuguant tous ces efforts, mais il faut retenir de cela que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait la coutume qui pesait lourdement dans
les mesures de sécurité qu'impose la maladie. Oui, les souvenirs en matière de gestion des épidémies de fièvre hémorragique à virus Ebola, le Congo en a connu déjà quatre épidémies que nous avons eu à gérer effectivement. Donc au plan national, il y a déjà une expertise nationale. Le souvenir que l'on peut transmettre ce jour est que au fil du temps, au fur et à mesure, nous avons acquis une petite expérience sur le terrain, notamment dans la prise en charge des malades souffrant de fièvre hémorragique à virus Ebola, avec le concours de la Croix-Rouge locale et nationale, avec le concours également des confrères médecins, aussi bien au niveau des départements qu'au niveau de la ville capitale, d'où partait justement l'équipe mobile de renfort. La complicité que je louais entre les différentes équipes, j'entends par différentes équipes, donc d'abord les éléments de la Croix-Rouge, il y avait les médecins locaux donc du département, il y avait les médecins venus de Brazzaville, ceux de l'OMS et des médecins sans frontières, venus de l'étranger. Il y avait eu une telle complicité que dès qu'une difficulté était signalée, nous, on se la communiquait et tout de suite, on regardait qui pouvait dénouer cette difficulté. Et entre autres difficultés que nous avons énumérées, il y avait d'abord donc l'attachement des parents à leur progéniture. Il était difficile qu'une mère comprenne que dès que l'enfant faisait de la fièvre, il fallait le rendre disponible auprès des médecins et que sa présence n'était plus utile. Ça, c'était pas facile. Ensuite, il y a eu également la difficulté d'amener la population à croire que c'est une épidémie, c'est une maladie comme toute autre. Et que pour beaucoup d'entre elles, c'était une affaire de rose-croix, de franc-maçonnerie. Et donc, tous les parents intellectuels supposés cadres dans une famille où il y a l'épidémie étaient traqués. La lutte contre la contagion dans l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola qui touche l'Afrique aujourd'hui s'est toujours heurtée aux traditions et aux coutumes locales qui encouragent la proximité des familles auprès des malades et des défunts. Dans certaines localités, les cas de tuerie ont été même observés avant l'intervention des agents de l'ordre public, laissant des souvenirs amers, difficiles à remémorer, à évoquer aujourd'hui. Alors, revenons avec vous, docteur. Alors, que représente le Congo par rapport à la lutte dans la sous-région pendant que la maladie du virus ou la maladie d'Ebola sévissait les pays de l'Afrique de l'Ouest? Au Congo, ici, on avait organisé une grande rencontre des ministres de la Santé de la sous-région pour mettre en place un plan de contingence sous-régional. Et le Congo aussi, sous le ministre Ibovi, et d'ailleurs même avec l'actuel ministre, il y a quand même des efforts qui sont en train de se faire dans ce sens-là, le plan de contingence. Mais que représente le Congo aujourd'hui? Le Congo étant expérimenté en la matière, parce que déjà victime, le Congo, grand voisin de la RDC, en sachant que nous sommes vraiment un même peuple. Est-ce que le Congo représente quelque chose aujourd'hui dans le dispositif de la lutte dans la sous-région? Bon, je dois dire que... Sans tabou, hein, votre qualité d'expert international. Non. Il faut reconnaître que le Congo a une expérience en matière de riposte. Sinon, le résultat de cette expérience, c'est nous, là, docteur Libama, je vous ai dit que j'ai eu une certaine expertise. En termes de ressources humaines, on peut dire qu'on a... Voilà. Séquoyé par ces épidémies de 2001 à 2003, nous avons eu suffisamment de ressources humaines qui se sont formées sur le terrain. J'en fais partie, on a des collègues sur le terrain ici. On a de l'expérience sur comment bâtir des plans de riposte. C'est peut-être un peu ça aussi qui a poussé, qui a amené les pays à choisir le Congo pour élaborer le plan
le fameux plan de contingence. Mais ce n'était pas un choix diplomatique, c'était guidé par rapport à l'expérience du Congo. Vous savez, le Congo aussi a une certaine place sur le plan mondial, sur le plan de la santé mondiale. Le Congo a une place prépondérante. Je sais que vous savez bien que le bureau régional de l'OMS en Afrique se trouve au Congo. Donc c'est déjà aussi quelque chose qui peut contribuer à ce que le Congo soit un endroit où on peut tenir certaines réunions stratégiques, parce que le bureau est à côté, donc on a des outils sur place et autres. Donc je disais que à propos de à part cette expérience que le Congo-Brazzaville a, il faut savoir que le Congo est le voisin immédiat d'un pays qui est à sa 10e épidémie. Donc, comme on dit chez nous au village, chaque fois que le voisin souffre, je crois que le Congo aussi y met un peu de force. Et ça contribue à renforcer aussi ses capacités en termes de riposte. Voilà. Et sur le plan pratique, on a parlé des ressources humaines, l'expérience. L'expertise est en train de se dégager, mais sur le plan pratique, est-ce que le Congo a quelque chose à vendre? Parce que la lutte contre Ebola nécessite l'ensemble de dispositifs. On a le côté laboratoire pour le diagnostic, on a le diagnostic avancé en termes de surveillance des frontières, on a également les centres de traitement. Est-ce qu'à notre... voilà... au milieu hospitalier, est-ce qu'on a des zones de quarantaine adaptées? Est-ce qu'on n'accuse pas des faiblesses? Vous savez, l'épidémie actuelle a commencé pratiquement en septembre, juste après une épidémie qui a eu lieu dans la province de l'Équateur en RDC. Donc, au cours de cette épidémie, notre pays encore, vu la proximité avec la RDC, vous savez bien que l'Équateur côtoie pratiquement plusieurs... C'est le même peuple. C'est le même peuple. Avec cette dans la mentalité ancestrale, voilà. Le fleuve ne constituait pas une barrière. Voilà. Ça n'a pas été... Voilà. Donc je reviens à cette épidémie de Mbanakaputi, que pendant cette épidémie, pendant 3 mois, moi personnellement, j'ai sillonné tout le corridor fluvial pour essayer d'amener les zones de santé qui sont dans ce secteur. Pratiquement, je suis parti de Bétou en descendant le fleuve jusqu'à Brazzaville. Quelles sont les faiblesses à pallier à l'heure actuelle pour se mettre à un niveau assez important? Récemment, il y a eu l'élaboration, le règlement sanitaire international et dans l'évaluation externe avec les experts, on a pratiquement dénoncé une faiblesse criarde presque dans tous les domaines. En tant qu'expert international aujourd'hui, s'il faudrait faire le plaidoyer pour que le Congo arrive quand même à certifier un certain nombre d'indicateurs, vous parlerez de quoi? Voilà. Donc quand il y a eu la grande épidémie de la RDC qui court actuellement, quand l'OMS a évalué que le risque devenait grand pour les pays qui font frontière avec oui. Et donc on a classé les pays en 2 grands groupes. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui sont à grand risque, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan, le Burundi, la Tanzanie. Et nous, Congo, on vient dans le 2e groupe où on a un risque quand même élevé. Je vous parlais de la proximité qu'on a avec la RDC, la mobilité des populations, l'insécurité montante et autres. Donc, suite à cette déclaration, une évaluation a été faite pays par pays. Alors, notre pays, effectivement... quand on dit niveau de préparation, ça veut dire qu'on demande juste 3 petites choses à chaque pays. Être en mesure de, 1, de prévenir, 2, de détecter et 3, de riposter. Donc, en matière de prévention. Voilà. En matière de prévention. Quelles sont nos faiblesses? Je vous prends juste un exemple. Je suis descendu l'autre jour à l'aéroport de Maya-Maya. Ce n'est pas une critique. Il y a... Aujourd'hui, vous descendez à Maya-Maya, qui est, on appelle en termes de riposte Ebola, qui est un point d'entrée. Un point d'entrée important. Un point d'entrée, ça veut international, dire que le même jour, vous pouvez quitter Goma, Beni,
descendre à l'aéroport de Mayamaya. Allez-y, chers collègues, allez-y voir qu'est-ce qui se passe à l'aéroport de Mayamaya. On ne vous demande même pas plus de remplir. Je suis descendu là, ça fait 5 jours. Même pas payer une petite fiche à remplir. On ne vous prend même pas juste ne fût-ce que la petite température. Est-ce que, quelque part, au niveau de ce grand point d'entrée, il est prévu un petit site où jamais, si quelqu'un qui tombe malade, on peut déjà un point de cantonnement, voilà, un point d'isolement, comme on dit. Et je crois que ça, c'est des choses que le pays devrait commencer à avoir, parce que ça ne demande pas peut-être des grandes choses. Je vous parle de prendre la température. C'est peut-être du sérieux, c'est peut-être du pragmatisme. Je sais qu'au niveau du ministère, il y a un plan de riposte qui est en train de se mettre en place. Le problème, ce n'est pas le papier ou les papiers. Exactement. Le problème c'est la mise en œuvre. Ebola, on a besoin des hommes du terrain et non les bureaucrates. Ebola, ça demande à être proactif. Proactif. Aujourd'hui, je suis passé d'autres jours à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc, il y a une perméabilité en la matière. Entre la RDC et le Rwanda, mais quand vous allez de l'autre côté du Rwanda, beaucoup de choses sont déjà faites. Alors, quand je suis descendu à Brazzaville, je me suis énormément posé des questions. Quel est notre niveau de préparation? Donc, il s'agit, je parlais de prévenir. Donc, sur le plan de la prévention, vous devez prendre quelques items. Tout à l'heure, je parlais de screenage. Ne fût-ce que screener, prendre la température des gens dans les points d'entrée. Nous avons un beach. Là aussi, les gens peuvent descendre de la région qui est actuellement touchée. Quand même, on voit qu'il y a cela. Oui, le système de lavage des mains. Et le système de prise de température. C'est vraiment des petites choses. Donc, prévenir, c'est déjà ça. Pour voir qui traverse, qui a la température Encore qu'au niveau du beach, on se pose la question de savoir s'ils le font vraiment en partenariat avec les forces de l'ordre, parce qu'il peut y avoir résistance. Ce n'est pas un problème, c'est un problème d'abord de sanitaire. C'est le côté sanitaire qui doit d'abord s'éveiller. D'accord. Donc, certaines dispositions, tout ça, c'est au niveau de la prévention. Ça, c'est au niveau de la prévention. Ça, c'est au niveau de la prévention. Détection. Alors, quand je viens à détection, est-ce que nous avons des capacités au niveau du laboratoire aujourd'hui? Non. Jusque-là, on sous-traite tout, même en ce qui concerne l'épidémie de chikungunya. On était obligé de faire recours à Kinshasa. Alors, quel est le niveau de préparation du Congo? Parce que laboratoire, c'est pas une goutte, c'est pas du sang que vous allez prendre et puis faire une goutte épaisse. Ça demande une certaine technologie. Il faut que le personnel soit formé à prélever les certification, à faire des prélèvements, à faire, comment on appelle ça, l'emballage, le transport de l'échantillon. Et viendra plus tard la question de est-ce qu'on peut examiner pour détecter s'il s'agit. Il y a eu des partenaires, notamment les Américains, qui ont mis en place à l'époque un laboratoire au niveau d'Infondo. Mais nous, on veut parler de l'appropriation au niveau national. Il faudrait que ce soit... De ce côté-là, il est clair qu'on accuse encore des faiblesses, même au niveau de la détection. Exactement. Et puis évoluer. Vous avez parlé d'un troisième point. Oui. Et donc, je parlais de prendre en charge. Donc, je parlais de prévenir, je parlais de détection et la prise en charge. Quel est l'endroit ici à Brazzaville? Quel est l'endroit à différents points d'entrée? Je vous ai dit qu'il y a un corridor fluvial. Quelqu'un peut partir aujourd'hui de Goma, passer par Kisangani, passer sur le fleuve et atterrir à l'Iranga. Même dans nos hôpitaux, on peut se retrouver devant un cas où quelqu'un, tout de suite, on détecte que... C'est une maladie fortement dangereuse, contagieuse. Avec une forte contagiosité. Dans le cadre de la préparation, il faut que dans chaque formation sanitaire, qu'elle soit périphérique ou centrale, que chaque formation déjà réserve un site où, si quelqu'un est suspect, du coup, on amène cette personne là pour l'isoler. Parce que le problème d'Ebola, c'est que plus vous êtes en contact avec la personne qui est suspecte ou malade, plus il y aura des gens qui vont se contaminer. Donc, je parle juste de petites choses. Et si on veut, c'est-à-dire noter notre propre pays par rapport à ces 3 points, on dira que tout est soit orange, soit rouge. Bon, je ne peux pas me permettre de voir les couleurs vert, jaune, rouge, qui sont les couleurs de notre pays. Votre qualité d'expert. Mais ça... S'il vous est demandé de noter le Congo par rapport à ces 3 indicateurs, vert, orange, rouge... Alors, c'est un exercice qui doit être fait par les responsables. Par un expert, comme vous. Et oui, bien sûr. Mais ça, c'est si on me demande de faire l'exercice, je le ferai. Mais autrement dit aussi, les autorités sanitaires nationales doivent être en mesure de faire aussi cette évaluation de
de s'auto-évaluer. Mettez-vous À un dans la moment donné, place d'un s'arrêter. expert international. Nous sommes la voix des sans-voix. On a ben, ce droit de parler de ces questions. mais moi, je vous ai donné juste des petits exemples sur Maya Maya, sur Parlons- le beach. Donc, Merci, vous docteur. pouvez donner la couleur que D'accord. vous voulez. On peut que ce soit du dire, vert ou du- on est entre orange ou rouge, parce que rien n'est vert hein, lorsque vous parlez. En tout cas, de allez-vous ces convenir indicateurs. avec les responsables du Alors, ministère. On parlons- trouvera la couleur qu'il faut pour le Congo actuellement. Parlons de Ebola en RDC. Vous y êtes, en qualité d'expert international. Qu'en est-il exactement? On entend beaucoup parler d'Ebola en RDC, c'est-à-dire une complexité aussi grave. Je suis en RDC depuis le 1er septembre 2018, ça me fait donc un peu près d'un an. Et je suis passé dans plusieurs provinces, j'ai été même coordonnateur pour le compte de l'OMS dans la province de l'Ituri. Donc j'ai dû suivre certains foyers à virus Ebola là-bas en RDC. Actuellement, je suis dans le Nord Kivu. Alors, cette 10e épidémie en RDC a des spécificités. Il s'agit d'une épidémie très complexe. Vous savez, je vous parlais de l'épidémie de Mbandaka qui n'a fait que 3 mois. Et puis, les choses étaient résolues. Nous sommes sur une épidémie qui vient de fêter son premier anniversaire. Pourquoi cette épidémie perdure? Voilà. Donc, nous sommes en RDC. C'est une région qui, depuis près d'une vingtaine d'années, est instable. Je crois que vous connaissez bien l'histoire avec des rébellions qui ont traversé des frontières. Et Donc, si on doit parler des facteurs de cette complexité, exactement. Il y a d'abord les conflits armés, l'existence d'un certain nombre de groupes armés. Des groupes armés qui sont parfois, c'est des groupes qui sont locaux, mais il faut aussi voir là sur les lieux des groupes qui viennent des pays, disons, frontaliers. Vous avez déjà entendu de AFEDEL qui sont à Béni, qui sévissent tout le temps et tout ça. Donc ce facteur déjà de l'insécurité bloque suffisamment la progression des équipes, par exemple. Je vous prends un exemple, ici, chez nous, ici au Congo. Vous avez un cas qui sévit je prends Ngo, et pendant que vous suivez les contacts qui se sont exposés vis-à-vis du cas, on vous dit non, il y a un cas, il a pris l'axe de Pouya. Et quand vous dites, bon, mais nous, les équipes, on va envoyer les équipes là-bas en Pouya, on nous dit, non, oui, il y a une milice là-bas, Maï, tout ça, vous ne pouvez pas progresser. Alors, ce cas, quand il va partir en Pouya, il va contaminer les autres. Il va contaminer les autres personnes. Et il y aura plusieurs contacts. Et voilà comment l'épidémie eux-mêmes, les milices, là, qui sont aussi quelquefois en contact avec ces populations, puisque le déplacement avec les fouilles et tout ça, eux-mêmes, ils ne sont pas frappés aussi. Ils sont frappés, mais l'autre, jamais ajoute le troisième facteur, c'est qu'il y a un enjeu économique. Il s'agit d'une zone où il y a plusieurs mines, or et autres. Et donc, à cause de l'insécurité, certains sites miniers sont tenus par ces miliciens. C'est ce qui enlève un peu la peur à ces miliciens. Donc, ils préfèrent sauvegarder le site minier où il a ses intérêts que de penser à Ebola. Et d'ailleurs, quand les équipes vont arriver pour suivre quelqu'un qui est rentré dans le site minier, c'est ces miliciens-là qui vont repousser les équipes. Et voilà ce qui fait gagner du temps à cette épidémie-là. Donc, mais dans ces conditions, l'une des grandes stratégies, ce sera le développement ou l'adaptation de la communication par rapport à la situation conjoncturelle locale. Voilà. Quelles sont les innovations de l'OMS en la matière? Voilà, donc il s'agit en termes de communication, effectivement, c'est un volet très important parmi les 8 piliers dans le cadre de la riposte. Il s'agit donc de faire, comment on appelle ça, de l'engagement communautaire, n'est-ce pas, et de la communication du risque. Voilà, c'est un peu ça la stratégie principale. Pourquoi on n'a pas principale. utilisé ces maïmaïra, ces miliciens, être des facteurs de premier plan? Eux qui ont accès un peu partout, qui peuvent avoir accès. Je dois vous dire que ces personnes, effectivement, sont de temps en temps utilisées, mais je dois aussi vous informer qu'il s'agit des groupes de personnes qui sont vraiment versatiles. Donc, aujourd'hui, on peut vous dire oui. Demain, quand vous revenez pour dire non, nous, on vient prendre un malade, et c'est ces mêmes personnes qui vont sortir la Kalachnikov. Donc, c'est complexe. Exactement. Troisième facteur, il s'agit d'une région où il y a une forte mobilité des personnes. Donc,
On a suivi un cas, d'un cas qui est parti de Butembo, qui a parcouru 400 km pour aller se retrouver à l'extrême nord-est de la RDC, pratiquement à la frontière avec le sud Congo. Donc on s'est posé des questions. Pourquoi ces populations se déplacent autant? Énormément il y a d'abord une grande population dans ce secteur. Vous savez que le seul nord Kivu prend un peu plus de 7 millions d'habitants. Donc une population très concentrée, fortement mobile. Et ce qui fait la complexité. C'est difficile d'attraper certaines personnes qui ont été en contact avec les cas qu'on appelle contacts, qu'on doit suivre pendant 21 jours. C'est difficile de faire ce suivi-là chez certaines personnes parce que pour des raisons d'aller à tel ou tel autre endroit pour faire de l'agriculture, les personnes ne se maintiennent pas dans un seul endroit. Donc j'ai parlé de ce facteur mobilité. L'autre chose qui rend la chose complexe, c'est que c'est une zone qui est frontalière avec un peu plus de 4-5 autres pays. Donc, des cas peuvent échapper au contrôle en RDC et se retrouver au Ouganda. Et ça, on a eu certaines situations. Et quand vous savez bien que si c'est vraiment le cas... Et il y a d'ailleurs des pays frontaliers qui ont déjà notifié les cas. Exactement. L'Ouganda, on a eu une petite situation, heureusement, qui s'est arrêtée. Donc, l'une des complexités aussi de cette épidémie, c'est le fait que la zone a beaucoup de frontières avec d'autres pays. Donc, il y a un grand risque que l'épidémie traverse. Et quand l'épidémie atteint plus d'un pays, ça devient, au niveau de l'OMS, ça va être une autre ampleur qui va être, disons, qualifiée. Mais là maintenant, il faut voir le côté positif de la chose. La RDC, heureusement, dans le cadre de la riposte, a des points positifs. Comme je disais tout à l'heure, la RDC a sa 10e épidémie. Donc il y a une grande expertise au niveau national, au niveau laboratoire. Vous savez que le laboratoire de Kinshasa est suffisamment avancé dans le cadre de la recherche sur Ebola. Donc ça, c'est déjà un atout. Deuxième atout, je vous parlais du vaccin. Les épidémies qu'on avait ici avant, il n'y avait pas de vaccin. Parlons de ce vaccin, entre nous, entre nous. Je n'aimerais pas que vous portiez toujours votre veste d'expert international, mais parlons un peu de nous, Africains. Est-ce que c'est aisé de ne pas participer dans la recherche et à accepter de faire administrer des vaccins à une population bioéthiquement parlant? Est-ce qu'on n'est pas là en train de vivre une expérience qui peut avoir des rebondissements aussi fâcheux pour nous-mêmes? Non, ça c'est des considérations erronées qu'il y a autour de cette épidémie. Je n'imagine pas un seul instant qu'on se mette à utiliser un vaccin pendant que éthiquement, pendant que scientifiquement, on sait que ce vaccin est un danger pour les populations. Docteur, vous êtes quand même médecin santé publique. Ça, donc, malheureusement, c'est l'un des arguments que les populations là-bas... oui, il faut qu'on arrive à démontrer. Il faut qu'on arrive... il faut qu'il y ait quand même des certifications. Vous savez, à l'époque, il y a eu un certain médecin, chercheur colombien qu'on appelait Pataroyo, qui avait, à son époque, déclaré qu'il avait découvert le vaccin du palu et que l'OMS avait même certifié l'utilisation, l'expérimentation de ce vaccin dans les pays africains. Il y a eu quelques chercheurs qui ont effectivement, après quelques investigations, on a trouvé que c'était... Non, docteur Campio, voilà. Non. À ce niveau, je crois que sur le plan de la vaccination, on est déjà suffisamment avancé. On utilise un vaccin qui est suffisamment efficace, je veux dire à un peu plus de 95 plus de 100. Vous savez, quand je regarde même les chiffres là, depuis l'épidémie actuelle jusqu'à maintenant, on a vacciné un peu plus de 190 000 personnes. Je suis sûr que si on n'avait pas déjà vacciné toutes ces personnes, les chiffres que nous avons actuellement auront galopé. Après suivi, quels sont le taux de satisfaction en termes d'efficacité? Non, je vous dis que le vaccin est très efficace. On est entre 95, un peu plus de 95% d'efficacité. Et ça se voit sur le terrain. Ça se voit sur le terrain, parce que ce qu'on a remarqué aussi sur le terrain, que les personnes qui ont été vaccinées, chaque fois qu'elles sont en contact avec quelqu'un qui est malade ou un contact autre, ou chaque fois qu'elles ont fait une maladie, les issues sont généralement positives. Malgré toutes les précautions prises pour juguler le virus, le cap des 1000 morts a été atteint. L'épidémie d'Ebola s'est déclarée il y a 9 mois dans l'est de la République démocratique du Congo.
Les provinces les plus touchées, le Nord Kivu et l'Ituri. Ces 1000 morts, c'est des centaines de familles, des centaines d'enfants, de veuves qui sont éprouvés. Et ce qui est regrettable, c'est que normalement aujourd'hui, avec les moyens dont nous disposons en termes de santé publique, en termes de connaissance de la maladie, de moyens thérapeutiques et de vaccins, ces morts sont réellement des morts qu'on aurait pu éviter. Au total, plus de 110 000 personnes ont été vaccinées. Avec des soins appropriés, les équipes médicales des centres de santé ont pu guérir de nombreux malades. Janine est une survivante, une des rares de sa famille. Ebola a emporté 10 membres de ma famille. Au début, nous ne savions pas ce qu'était le virus Ebola. Nous pensions qu'il ne s'agissait que d'une maladie bénigne ou de la grippe. Donc c'est un vaccin qui a vraiment suffisamment montré ses preuves. Et je disais que c'est l'un des points positifs de cette épidémie. Personnes qui spéculent sur ce vaccin en disant que ça doit être un poison retardé. Il y a des pays de la zone qui sont derrière pour exterminer les populations. Non. Et vous êtes quand même expert en africain. Qu'est-ce que vous pouvez passer comme message à toutes ces populations? J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas à l'occasion des grosses épidémies comme Ebola, une maladie aussi dangereuse, qu'une communauté internationale peut venir pour chercher à exterminer. Je crois que s'il faut exterminer, peut-être que les moyens sont ailleurs. Mais sinon, les vaccins, comme je le dis, et moi j'ai vécu Mbomo, comme je vous disais, j'ai été en Marbourg, à Ouige en Angola, il n'y avait pas le vaccin. Et moi je sens positivement que les choses ont vraiment évolué et ce vaccin est d'une contribution pour moi très importante. Donc il n'y a pas, je pense qu'il faut que les communautés aussi essaient de se dégager de ces mauvaises idées, malheureusement qui sont parfois vues, qui sont dues à la manipulation de certains acteurs politiques. La désinformation, certains partis politiques ont misé dessus. Fin décembre, Ebola a servi de prétexte à la commission électorale pour annuler les élections dans la région de Beni et Butembo, les plus touchées. Suite à cette annonce, plus de 30 centres de santé ont été attaqués. Nous appelons tous les acteurs nationaux et internationaux à créer des conditions qui nous permettront de faire le travail pour lequel nous avons été appelés, à savoir stopper Ebola. Une hostilité contre les personnels soignants qui perdure. Début mars encore, des centres de traitement ont été pris d'assaut. Conséquence immédiate, le nombre de cas est reparti à la hausse. Tout à l'heure, quand je parlais de l'instabilité politique en RDC à l'Est, c'est parfois de la manipulation de ces... Vous savez, nous constatons aussi, en suivant l'actualité, que presque tous les leaders politiques de la RDC sont en train de passer un message de sensibilisation en matière d'Ebola. Oui, mais au début de l'épidémie, vous savez aussi qu'il y a des faux messages, des mauvais messages qui sont passés, des messages venant des leaders politiques. Et voilà, au cours de cette épidémie, il y a un autre atout. C'est les protocoles de traitement qui ont suffisamment évolué. Vous savez, quand on avait les premières épidémies, on ne traitait pas aussi facilement Ebola que maintenant. Donc on a des centres de traitement et je peux vous dire que par exemple, depuis que cette épidémie a commencé, on est autour de 2500 cas comme ça. On a 906 personnes qui ont été guéries, qui ont été traitées, guéries dans les centres de traitement. Les morts, on est déjà à combien jusque-là? On approche les 1500 décès. Oh, mais quand je vous dis qu'on a 900, on approche les 1000 personnes qui sont guéries, traitées. Ce qu'il faut déplorer en SDC, c'est que les centres de traitement qui sont mis en place pour traiter les cas, malheureusement, les populations dans leur résistance, dans leur réticence, viennent jusqu'à brûler ces centres de traitement. Je vous ai peut-être pas parlé du fait aussi que ces populations s'attaquent même aux équipes de la riposte. Je crois que tout le monde est au courant ici, comment certains acteurs ont été tués sur le terrain. Le cas à Mbomo, avec le lycée des enseignants. Oui, exactement. Donc il y a encore un problème culturel à surmonter. Et c'est justement le travail des politiciens, puisque le relèvement du niveau intellectuel, social des populations fait partie intégrante du développement de l'Afrique. Il n'y a pas que les infrastructures, mais il y a aussi la formation des populations, le relèvement du niveau éducationnel, social des populations. Et ça,
et généralement c'est le maillon faible. Les politiciens sont les seuls leaders d'opinion. Il n'y a pas le choc des idées avec les populations, simplement parce qu'il faut les laisser peut-être à un niveau bas pour plus les manipuler, mais quelquefois les situations comme ça nous rattrapent. Quelles sont les leçons à tirer, docteur Libama, jusque-là? Je me base sur l'expérience de cette épidémie actuelle en RDC. Première des choses, c'est vrai, Ebola... D'abord pour notre pays. Pour notre pays, ce que je peux dire, c'est que nous devons continuer, le Congo doit continuer à se préparer à une éventuelle épidémie d'Ebola. Parce que je vous parlais du fait qu'on n'est pas loin de la RDC. Moi, j'ai fait Goma, Brazzaville en une journée. Donc, un cas peut quitter Goma et aujourd'hui arriver dans notre pays. Donc, c'est pourquoi je me dis qu'il faudrait que nous, le Congo, qu'on continue à nous préparer. D'abord sur le plan institutionnel, mais je pense aussi que cette préparation aussi doit se faire individuellement. Quand je dis individuellement, je parle des individus qui sont soit dans les ménages ou qui sont dans des formations sanitaires. Donc, il faut par exemple que dans nos formations sanitaires, que le personnel de santé soit, disons, sensibilisé au fait qu'il peut tomber sur un cas d'Ebola. Il n'est pas dit que si le cas d'Ebola vient de la RDC, il passera par la frontière, on va le découvrir autre. Cette personne peut venir directement dans une formation sanitaire. Donc il faut que le personnel de santé soit aguerri, soit en mesure de dire « Ah, ça, cette personne a présenté de la fièvre, a présenté des douleurs, et va l'interroger. Ah non, mais j'ai fait un voyage dans la zone de RDC de l'Est et tout ça. » Et donc il faut que les personnes soient en mesure de détecter. Et donc sur le plan institutionnel, il faut que... Il ne s'agit pas seulement d'élaborer des plans, à mon avis. Il ne s'agit pas d'élaborer des plans. Et même les plans, quand nous les élaborons, je pense qu'il y a un essentiel, qu'il faut faire. Il faut dans ces plans-là, il faut les opérationnaliser. Il faut tirer de ces plans des choses essentielles à faire. Je vous parlais tout à l'heure du laboratoire. Des simulations. Il faut même à la même faire des simulations. Il faut renforcer au niveau des frontières. C'est des petites choses, des points d'entrée et autres. Donc le règlement sanitaire international élaboré, d'ailleurs, a prévu tout cela. Malheureusement, chez nous, c'est l'implémentation. C'est bon d'avoir un bon plan. Alors, au niveau de la RDC, s'il y a des leçons à tirer, c'est sûr que vous avez aussi votre propre expérience, vos propres analyses, outre que vous soyez dans une équipe de l'OMS. Exactement. La grande leçon à tirer, c'est que l'insécurité ne peut pas vous permettre de vaincre Ebola. Ça, c'est vraiment... Si vous avez un plaidoyer à faire à l'endroit des autorités de la RDC en faveur de ces populations victimes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Malheureusement, c'est une grande épine dans le pied des autorités congolaises. Je vous disais que cette zone a été touchée depuis près de 20 ans. C'est de l'insécurité partout. Donc moi, je pense que l'un des grands efforts que le pays doit faire, c'est essayer d'agir déjà au niveau de la sécurité. Moi, j'entends aussi que d'autres efforts, ce n'est pas seulement pour Ebola, parce qu'il y a énormément de populations qui souffrent aussi dans cette zone et autres. Donc, quand on aura marqué un certain pas sur le plan du combat contre l'insécurité, je crois qu'on pourra voir que Dieu nous aide, succès. Parce qu'il y a certaines questions qui nécessitent une force agissante dépassant quelquefois l'entendement des hommes, parce que les hommes eux-mêmes, quelquefois, la réconciliation pose toujours problème, puisque les gens ont toujours des... Maintenant, en dehors de cet effort aussi que les pays doivent mener, il y a la communauté internationale qui se mobilise. Vous savez aussi que quand on déclare Ebola comme un problème prioritaire de santé publique à portée internationale, cela fait que ça va susciter que les partenaires mobilisent. Nous constatons également que la mobilisation de ces ressources au niveau de nos pays, c'est quelquefois non seulement, quand on voit comment les gens ont pu mobiliser des milliards d'euros pour une cathédrale en France, et quand les gens peinent à mobiliser à peine peut-être un demi-milliard pour Ebola en RDC, bon, ça reste à désirer, la communauté internationale, entre guillemets, quand même.
Exactement. C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté, de considération aussi. Exactement. C'est un problème de volonté politique. Merci, docteur, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir. Merci à vous. Au prochain numéro. Au revoir. Merci.